down. Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans les meilleurs moments de SLT saison 8. Et tout de suite, les meilleurs moments de la P1 de SLT saison 8. Léa Salamé. Léa Salamé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sur iTélé et vous êtes devenue instantanément célèbre pour avoir dit à l'antenne, en croyant que votre micro était coupé, j'ai fait péter le décolleté. Remarquez pour une fois qu'une journaliste révélait le secret de fabrication de son journal. Stromae. Alors, Stromae belge, c'est vous qu'on a échangé contre Depardieu. Nicolas Bedos. Alors Nicolas, votre nom est apparu dans une drôle de pétition, le manifeste des 343 salauds. Voilà. Vous revenez en tant que signataire du manifeste des 343 Bertrand Cantat pour avoir le droit de continuer à mettre des petites claques sur les fesses des filles quand on leur fait l'amour. Très chic, très bien, super. Bon début d'émission, Thierry. Très bien, enchaîne, Nicolas. vas-y. Et Caris. Caris, bonsoir. C'est marrant comme nom. Caris, ça fait plus modèle de Toyota que rappeur, non? Il a souri quand même. Bon. Quel plaisir de vous recevoir, Stromae. Vous êtes actuellement ce que la Belgique fait de mieux, avec Stéphane de Groot et le taux d'imposition. Alors, on vous a connu avec ça. Alors on danse. Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde? C'est ça. Con, con, king, 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 con, king, con. Tu vois, il y a un truc un peu sanguinolent, tu vois? Un peu dépressif, tu vois, un peu nonchalant. Il manque quelque chose. Un son de bignou. 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 Son de canard malade, quoi. J'ai envie de faire un truc genre alors on s'amuse, alors Alors on s'amuse. Alors on danse. Génial. Alors on danse. Numéro 1 dans 17 pays, 3 millions de disques vendus. Si la Belgique a les moyens de rester dans la zone euro, c'est grâce aux ventes de vos disques. C'est vrai. Figurez-vous que c'est tout à fait vrai. Dans Papa Outé, on retrouve cette histoire de paroles un peu déchirantes sur une musique afro-dance. Oui, c'est ça. Ouais, Afrodance, c'est cool. On m'avait jamais donné cette appellation-là, pourquoi pas, c'est vrai. Ouais. Donc, j'avoue que oui, on peut le voir d'une fois de plus, oui, noir ou quoi, ou sombre, mais non, en fait, c'est la vie. quand même. C'est pas sombre, surtout, c'est une question, en fait. C'est vraiment Papa Outé, en fait, c'est un peu le rôle du père, quoi. Alors, quand on est adolescent, on lui en veut. Ouais, non, de toute façon, t'as jamais été là pour moi, mais bon, c'est un peu la phrase bateau. Et puis, quand on grandit, on se dit simplement, bah, il a fait de son mieux, en fait, point. Et essaye de grandir et essaye de faire toi de ton mieux, quoi. Votre mère est flamande, votre vrai nom c'est Paul Van Haver. Exactement. Ça fait un peu coureur cycliste, hein, quand même. Non? Avec l'accent, si tu veux. Van Haver. Van Haver. Van Haver, ja. Ouais. Ja, dat is moeilijk ook, hè. Ja. Ik heb vergeten alles, maar ik begrijp, hè. Ah, je begrijpt. Vous parlez flamand, là? Ouais. Je suis très On impressionné. vient de vous insulter. Elena Noguer. Alors, votre père était un architecte rwandais Tout à qui fait. était coureur et dragueur, hein? Oui, c'est dur, ça. Ouais, C'est un peu dur. Pas plus que n'importe quel homme, en fait. ouais, ouais. C'est un peu notre métier. N'est-ce pas? En fait, Donc, vous ne l'avez pas connu, il est mort assassiné au Rwanda quand vous Tout à aviez fait. 12 ans. Et vous dites, j'étais plus triste de voir ma tante souffrir d'avoir perdu un frère que moi d'avoir perdu un père. Dire que c'était pas dur pour moi, ce ne serait que mensonge. Mais c'est sûr que ça a été plus dur pour ma tante. Elle l'a vraiment connu. Ouais. Mais au final, la plus grosse douleur, c'est de se dire que je pourrais jamais savoir qui il était vraiment. Alors, à 17 ans, vous lancez dans le rap sous le nom de OPS Maestro, qui deviendra évidemment Stromae en verlan. Ouais.
Et le succès arrivera en 2005 quand vous vous tournerez vers la musique électronique, en fait. J'avais un petit peu économisé en travaillant dans un fast-food connu. Donc j'ai pu sortir mon premier maxi, payer une partie de mes études aussi. Ouais. Et puis finalement, c'est un peu plus tard qu'à la fin de mes études de cinématographie en option son, que je fais un stage dans une radio et qui décide de jouer le morceau, alors on danse. Et la suite, on la connaît. Hein. Ça marche tellement que vous allez vous installer en France pour payer plus d'impôts. Très bien. Eh bien exactement, justement. On va faire une interview tir au pigeon. Allons-y alors. Facile pour commencer, François Hollande. L'incapable du mieux. Oui, c'est pas mal. Nicolas Sarkozy. Le très capable du pire. Marine Le Pen, votre copine. Marine Le Pen, la honte des enfants de vedettes. Ah, c'est bon. La honte des fils de... Voilà. Ah, là, je suis désolé. Frédéric Becbédé. Oh, merde. Parcours d'un collabo à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, un truc qui commencerait comme ça, tu vois. D'accord. Le mec, pendant la guerre, il aurait dénoncé Anne Frank, tu vois. Ah, d'accord. Mais après l'avoir niqué. Faut dire quand même à la décharge de Frédéric que ses grands-parents ont caché des juifs, hein, quand même. Oui, mais enfin, c'est pas héréditaire, le courage. Non. Bien sûr. Pas du tout. Éric Nolot. La bave du crapoteux. Oula. Oula. Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, le charme torride de la bourgeoisie de province, Ouais. tu vois. Ça va. Doria Tillier, la Miss Météo de Canal. Sois belle et ouvre-la. Ah. Cyril Hanouna. Aïe, il faut pas me chercher, là. Je dirais l'amputé du beau, du chic et du fin. Oh là là. Mais je ne me moque jamais des handicapés. Alessandra Sublet. Alexandra Sublet, il y a eu un petit malaise hein, derrière, là. On sent que ça cartonne quand même, Hanouna. Hein, Vous avez dit Alessandra Sublet? L'éclat de rire qui pardonne tout. Oui. Sophia Aram. Ah bah voilà. L'absence de rire qui ne pardonne pas. Et voilà, merci. Caris, rebonsoir. Alors, Caris, vous avez 31 ans, vous êtes rappeur. Vous avez pas mal galéré avant de percer. Mais depuis la sortie de Or Noir en octobre, là, c'est le jackpot. Hein, et vous revenez avec Or Noir partout. Voilà, Caris, donc ça s'appelle Sevran. C'est extrait de Or Noir 2. C'est du grand art. Vous êtes le meilleur. De toute façon, les rappeurs, là, c'est pire que les politiques. C'est pire que les animateurs télé aussi. Alors, chacun de vos titres totalise des millions de vues sur YouTube. Hein. Ça va à 3, 4, 5 millions. C'est bien. Le problème, faites gaffe quand même, je vous le dis, de ne pas vous retrouver déguisé en marin dans Les Enfoirés en train de chanter avec Patrick Fiori. Parce que là, Ça risque pas, ça. Personne n'a du mal de votre album, hein, parce que vous avez des bras qui font 50 cm de circonférence, non? C'est comme mes cuisses. Comme ton ventre, je pense. Alors, on peut voir la pochette de l'album, parce que là, vraiment, on dirait une pub pour des compléments alimentaires protéinés. Là c'est plus du tout, là. Pourtant, il n'y a pas de complément alimentaire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas de compléments alimentaires? Je suis bêté. C'est une ethnie ivoirienne, on est tous comme ça. Putain, c'est fort. Alors, Henri, voilà, vous me disiez que c'était de la gonflette avant l'émission. Ah ouais, t'as dit ça? Je parlais, si. C'est de la gonflette. J'y crois pas. C'est un tocard, il fait du pump-up, il prend des protéines. Ouais, le Pas chic du pour tout. foutre Non, le mais bazar. non, hein, oui. c'est- Mais assumez, Henri. Ça, ouais, non, prends ça. Alors, vous faites pas de quenelle. Alors déjà, ça c'est très bien. Déjà, j'ai bravo, mon parce que propre c'est signe. vraiment un geste qui, il faut le dire encore une fois, est un geste antisémite désormais, même si ça n'était pas au début. En revanche, vous faites d'autres gestes. Est-ce qu'on peut voir, voilà, ça veut dire quoi, ça? C'est un signe de force, c'est la puissance. C'est un signe de force, ouais. Je casse tout. Ouais, je casse tout. Ouais. Alors, en même temps, Caris, bon, vous êtes un peu imposant comme ça, mais sans barbe, vous faites beaucoup moins peur, regardez. Là, vraiment. Alors, le problème, c'est que j'ai eu la curiosité de regarder les paroles.
Quand même, là, quand on écoute bien les paroles, c'est assez violent quand même. Hein. J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic, quand même. Elle est bien, celle-là. Hein. C'est un peu hard, quand même. Ça s'appelle une punchline. C'est le cas de le dire, ouais. C'est pas un peu beaucoup, non? Ben non, le monde est plus dur que ça. Ça va barder, paniquer ne sert à rien. Je vais te niquer et forcer tes copines à regarder. Ça aussi, c'est lourd. Ah ouais. C'est soft. Ah, moi, je kiffe. Mais t'es un mec hardcore, donc tu sais ce que c'est. Hein? Je vais me faire des sous, mais je suis paresseux. Ça, c'est... ça, d'accord. Mais si je te fonds le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier, putain? C'est quand même... C'est pas mal, ça aussi. Bonne question, oui. Bonne question. Ah, une bonne question. Il y en a une qui est pas mal. Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. C'est pas mal, ça. Non, c'est un peu violent, quoi. Ouais, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que le hardcore revient souvent. Je fais du rap hardcore, de toute façon. Pourtant, vous aimez bien Francis Cabrel. J'aime beaucoup. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Il aime bien Francis je suis Cabrel. le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. C'est joli. Il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire. C'est la plus belle déclaration d'amour qui existe. Mais c'est marrant. Donc vous aimez Francis Cabrel. Bien sûr, la mélodie. Mais attendez, le quand texte. ils l'ont su à Sevran, vous êtes obligé de déménager, non? Oh, Non? j'ai dû me cacher dans un coin pour le dire. Léa Salamé, rebonsoir. Alors Léa, vous êtes journaliste sur iTélé. Et puis un jour... Eh oui. Un jour, c'est le drame. Vous croyez votre micro coupé, vous dites à l'antenne, j'ai fait péter le décolleté. Et le lendemain matin, je cherche mon portable comme ça, je regarde mon portable, j'ai des textos, des messages, c'était sur Morandini, sur tous les sites, tous les machins. Et j'ai découvert ce que c'était qu'un buzz. Ceci étant, maintenant, tout le monde vous connaît. Vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview à la limite. Alors, à la limite, pour quel homme de droite pourriez-vous voter? François Hollande. À la limite, quelle est la promesse que ne tiendra pas François Hollande, qui n'est pas grave? Il a beaucoup promis quand même. Ouais. Valérie Trierweiler est la femme de ma vie. Oui. À la limite, qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous étiez viré de la télé? Qu'on arrête de me parler de mon décolleté. Bah. À la limite, que pourriez-vous envier à Laurence Ferrari? Audrey Pulvar. À la limite, avec quelle femme pourriez-vous coucher? Pourquoi à la limite? Non, je rigole. À la limite, quel élément du bilan de Sarkozy pourriez-vous défendre? La diversité. Je trouve qu'il a fait beaucoup plus pour la diversité que François Hollande. À la limite, quel membre du FN trouvez-vous supportable? Alain Delon. Bien. Bravo. Florent Pagny, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous présenter un merveilleux cadeau de Noël. On regarde. Offrez-vous le nouveau disque de notre chanteur rebelle, Florent Pagny chante Noël. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas que tu vas être imposé, parce que vendre des joujoux, c'est contrôle fiscal à tous les coups. Florent Pagny chante Noël. Parce que même à Noël, vous n'aurez pas ma liberté de penser. C'est marrant. C'est vieux. Ceci étant, vous avez été un précurseur quand même. Et moi, j'ai subi la situation. J'étais jusqu'au procès, j'ai gagné mon premier procès, ils ont fait appel, j'ai gagné l'appel, et puis ça s'est arrêté là. Vous avez inspiré une chanson formidable. Formidable chanson qui vous est consacrée. Alors aujourd'hui, votre déclaration, vous l'avez faite aux USA, non? Vous êtes résident américain, vous avez une green card. Exactement. Mais vous êtes plus français alors? Ah, mais je suis citoyen du monde. Ouais. Mais je suis français, bien Il y a sûr. beaucoup de gens déçus quand vous avez dit je suis plus français parce qu'ils pensaient que vous alliez dire je suis plus chanteur. Alors, quand vous faites The Voice, par exemple, l'argent que vous touchez là,
C'est en France. C'est imposé en France. C'est un contrôle fiscal, là. La représentation est en France, je paye en France. Ah oui, d'accord. Ils vous demandent beaucoup de conseils, les candidats de The Voice, en défiscalisation, beaucoup. Bon alors, on passe aux choses sérieuses. Ah, là. merci. Vous êtes ce soir ici pour un nouvel album, ça s'appelle Vieillir avec toi, qui est déjà double platine. Alors, mais le disque, on peut l'acheter en liquide, non? Mais attends, le disque, tu peux le piquer même, tu On peut l'achètes le pas. piquer, on peut le télécharger. Bien sûr. Illégalement, voilà, comme ça. Parce que lui, après, ça lui fait trop. Mais non, avec les poches que j'ai, moi, c'est jamais trop. J'ai des poches trouées, donc tout va bien. Alors, l'album cartonne vraiment. C'est là qu'on voit que le vrai gagnant de The Voice, c'est le jury, finalement, non? Il y a un truc, quand même, qu'il faut dire. Vous avez un truc que les autres n'ont pas. Vous, sérieusement, vous avez une voix incroyable. La nature a été très gentille avec moi. Elle m'a fait un don, plusieurs même, parce qu'il n'y a pas que la voix, il y a aussi l'oreille. C'est un peu les deux. Et bah oui, parce que pour arriver à chanter juste, il faut bien entendre. Oui. et c'est vrai que j'ai ce truc qui, depuis l'âge de 10 ans, m'accompagne. Vous chantiez, quand vous étiez petit, Mexico, vous chantiez du Luis Mariano, chantais, La Belle de Cadiz. Dès que ça chantait un peu, oui, je vous vois venir, mais dès que ça chantait un peu, je chantais. Ah, merci. Ah non, j'en peux plus. Alors... Cet album, évidemment, Vieillir avec toi, c'est une déclaration d'amour à Azucena. Ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Oui. Et vous dites, quand vous en parle, ça va durer. Vous dites, j'ai l'impression de l'avoir rencontré le mois dernier. On a de la chance tous les deux de s'être retrouvés et d'être vraiment complémentaires et de voir 20 ans passer comme si c'était pas passé. C'est génial. Ouais. Alors, avec Azucena, les deux enfants, un cas est à elle et un cas va avoir 18 ans. L'année prochaine, il va pouvoir vous faire un procès pour le prénom, je pense. Non, il en est très content de son prénom. Les gens se moquent pas de lui, non? Non, non, t'inquiète pas, grand et beau comme il est, personne ne se moque de lui. Ah, d'accord. Écoutez, Laurent, on va faire une interview psy, je pense. Oh là! Laurent Wauquiez, êtes-vous schizo? Schizo, non. Même conviction, mêmes idées. Rulio? J'ai beaucoup d'admiration pour le fils. Hein. Hétéro? Hétéro, oui, définitivement. Nympho? Nympho, ça m'arrive. Maso? Non. Sado-maso? Ni l'un ni l'autre. Exhibo? Exhibo, pas sur votre plateau. Non. Morano? Morano, j'aime bien, Nadine. Est-ce que vous êtes démago? Démago, non. Disco? Disco, Daft Punk, oui. Adamo? Adamo, non. Gigolo? Gigolo, non. Gros Lolo? Elle est bien, ça. C'est de la mystery, vous aimez ouais, bien sûr. Vous êtes gigot d'agneau, vous? Gigot d'agneau? Non, moi, c'est plutôt le fin gras du velay. Vous êtes Rocco? Sifredo, c'est ça votre question? Sifredo, oui. Vous êtes porno, sérieux? Non, mais ouais, c'est pas le sexe. Vous regardez bien YouPorn quand même, non? Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, voilà. Il est honnête. Il est pas du tout. Il est honnête, comme toi, il regarde YouPorn, voilà. Mais ouais. Alors, Muriel Robin, rebonsoir. Vous faites un retour sur scène triomphal avec votre spectacle Robin revient soin de soin. Alors, pourquoi de soin et pas poète-poète? Ça, c'est des questions importantes, ça. Je crois, c'est une question de fond, parce que je me serais appelée Muriel Rebouette. Ah, oui, bah ouais. Certainement, j'aurais pris poète-poète, mais bon. Ça explique pourquoi pas prout-prout non plus, alors. Alors, au broute. Ouais, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non. Alors, sur scène, vous êtes super chic, là. Chez moi, Thierry, chez moi. Bien dire ce que vous avez fait. Non, mais attendez. Non, mais je fais très attention à moi. Voilà, je me nourris bien, je ne fume plus. Donc ça, là, déjà, on gagne en énergie. Ah, vous en parlez dans le spectacle des cigarettes. C'est un truc de dingue. Ce qu'on gagne en énergie, il y a une différence qui est... Enfin, sur moi, en tout cas, elle était énorme. Vous avez bonne mine, c'est peut-être le fait de ne plus fumer, je sais pas. Je pense. J'ai toujours eu plutôt une belle peau. Ouais. Alors, vous dites, c'est pas ma vie que je raconte sur scène, c'est la vie. C'est vrai que vous avez accumulé tellement d'expériences que, finalement, vous trouvez... de l'universel dans votre intime. On a tous un dossier avec papa, avec maman, enfin avec ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait de sa vie, l'amour, le rapport à soi, etc. Parce que si ça avait été que m'écouter parler de moi, ça serait pas très intéressant, puis ça m'intéresserait pas moi non plus. Ouais. Donc, Alors vous racontez votre enfance, votre montée à Paris, vos galères, votre succès évidemment. Et puis il y avait le poids aussi, vous dites quand on frôle les 100 kilos et qu'il faut monter sur scène, on est toujours malheureux. C'est un petit bazar, quoi. Hein. C'est un Ouais. petit peu compliqué. C'est Ouais. un truc de fou, quoi. Ouais.
on se trouve moche, on se trouve pas bien, on a dit non à toutes les invitations pour ceci, pour cela, parce qu'on n'a pas de vêtements, parce qu'on a acheté un truc chez les hommes et puis on va pas se mettre ce pantalon qui se ferme à l'envers, on est mal. Chez les filles, il n'y a rien, parce que ça s'arrête au 32, quoi. Enfin, c'est un truc. Donc on dit, on a l'impression d'être un mammouth, enfin, et on dit, on est rentré sur scène avec les gens qui font bravo, et c'est compliqué. Maintenant, je vais bien, donc j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de... Et puis, voilà, Muriel, et puis Anne. Yann Hey, you kissed a girl. Yes. Alors, c'est super, non? Oui, bah oui, je vois Quand je pense que vous avez raconté pendant des années, je suis bisexuel, je pourrais finir ma vie avec un mec. Si ça avait été clair, je vous jure, sur la tête de mes parents, la tête d'Anne, la tête que j'aurais dit, voilà, c'est comme ça, je suis. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et à un moment, on va pas, à des interviews, dire hier, j'ai couché avec un garçon, j'allais pas me justifier, après-demain, je vais coucher avec une fille. On justifie pas, c'est la vie privée, c'est intime. Ah, c'est très marrant, d'ailleurs, parce que vous êtes lesbienne et vous jouez pas au tennis, ce qui est assez... Comment vous expliquez ça, Muriel? Vous avez dit au tennis? Oui. Ah oui. Sinon... On va faire une interview. Miss France ou Star du X? Laure Sinclair. Laure Sinclair, c'est de Star du X. Bravo. Cindy Fabre. Cindy Fabre, c'est une Miss France. Vous l'avez entendu en 2005. Cathy Ménard. C'est une Miss France. Non, une Star du X. Ah, pardon. Non, il faut faire comme... Elle n'aurait pas fait les deux, non? Non, il y a une Ménard. Il y a une Ménard qui a été Malika Ménard. Ah, c'est Malika. Ah, mais c'est plein de Je confonds avec Malika. Ouais. Je vois que les politiques sont plutôt spécialistes. Pourquoi? Parce que c'est une Canaise et moi, je suis originaire de Caen. Ah, très bien. Voilà. Béatrice Val. Ah, Val, oui, ça me dit quelque chose. Miss France. Star du X, on va pas y arriver. Linda Hardy. Linda Hardy, c'est une France, Miss, bien sûr. Évidemment. Estelle Desanges. Estelle Desanges, j'aurais tendance à dire avec ce joli nom que c'est une Miss France, mais... C'est une Star du X. C'est une Star du X. Il s'y connaît pas trop en Star du X. C'est les noms qui ne retient pas. Ouais, il retient pas les noms. S'il y a des photos, il va reconnaître. Vous m'auriez montré des images, voilà, exactement. Il n'y aurait pas eu de problème. Sylvia Bourdon. Sylvia Bourdon, Miss France. Non, Star du X. Star du X. Et Mélanie Coste. Et Mélanie Coste, c'est une Miss France. C'est une Star du X. C'est une Star du X. Il regarde sa fiche. Tariq Ramadan, rebonsoir. Alors, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université de Oxford. Vous dirigez le centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique au Qatar. Vous êtes président de l'organisation European Muslim Network à Bruxelles. Et la presse américaine, que ce soit Time ou Foreign Policy, vous classe parmi les penseurs les plus influents du monde. Et pourtant, en France, dites-vous, vous êtes diabolisé. Le traitement que je subis en France, je ne le subis absolument nulle part dans le monde. Absolument nulle part. Et je sais aujourd'hui que les médias français, ils le disent, en même temps, des journalistes me le disent, on reçoit des téléphones, on ne peut pas vous inviter. Je veux dire, j'interviens sur une chaîne publique et on me dit, on reçoit 100 coups de téléphone en disant, il ne faut pas l'inviter. Donc il y a aujourd'hui en France un vrai problème avec la liberté d'expression. Ce qui me gêne en France aujourd'hui, c'est la surdité. Moi, je ne suis pas du tout un agent de la violence et un agent de la division. J'ai fait toute ma vie dans l'humanisme, toute ma vie dans la solidarité, toute ma vie dans le vivre ensemble, pour être traité aujourd'hui en France avec quelque chose qui n'est pas moi. C'est la mauvaise conscience de la France. Vous dites la France est sous occupation intellectuelle. Vous voulez dire quoi par là? Mon problème aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'intellectuels en France, qu'on voit tout le temps sur les plateaux, empêchent d'autres de s'exprimer. La France, aujourd'hui, elle est en crise intellectuelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vrais débats de fond. On est dans la controverse, on est dans la tension, on est dans la surdité et on est dans l'anathème. Ça ne peut pas être. Et ce que vous dites, c'est qu'à l'étranger, ça ne se passe pas comme ça. Mais écoutez, en Angleterre, en étant professeur à l'université, j'interviens dans toutes les universités du monde. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on soit moins raciste ailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France doit se regarder en face. Son passé, ses
Cette population-là, qui viennent du Maroc, qui viennent de l'Algérie, qui viennent de Tunisie, qui viennent de l'Afrique noire, sont des Français. Le jour où on aura compris qu'il faut, à égalité de droits, donner la parole à tous sans stigmatiser, et puis surtout de s'auto-congratuler, chaque fois que vous venez en France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté. D'accord, asseyons-nous et regardons ce qu'il en est sur le terrain. Et vous verrez que c'est pas tellement les droits de l'homme, c'est pas tellement l'égalité, et c'est pas tellement la fraternité entre tous les citoyens. J'ai un jingle pour vous. Aie confiance, oui, crois en moi. Bien, alors c'est vrai que quand les gens vous voient ici, ils disent « Est-il un islamiste déguisé ?» C'est la première question. La deuxième question, c'est où est-ce qu'il trouve ses costumes? Bien habillé. Ah, il est classe. C'est gentil de le relever. Alors, vous êtes suisse et musulman. Première question, est-ce que la fondue au fromage est halal? Ah oui, la fondue au fromage est halal à partir du moment où il n'y a pas d'alcool. Voilà. Alors, la Suisse, c'est quand même le pays qui fait des affiches comme ça. Oui. Alors, en Suisse, ils aiment bien les musulmans quand ils sont riches, quoi. Oui. On n'a jamais vu un prince saoudien se faire refuser l'entrée d'une boîte de nuit parce qu'il était en basket, par exemple. Écoutez, la question que j'avais posée à la France, c'est de dire, vous avez une loi maintenant contre la face intégrale, vous allez l'appliquer dans les banlieues, vous n'allez pas l'appliquer sur les Champs-Élysées. Non. Vous n'allez pas l'appliquer. Parce que là, il y a de l'argent et puis qu'on ne peut pas se permettre. Avenue Montaigne, on peut y aller comme exactement. on veut. Alors, Tariq, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « Au péril des idées », publié aux Presses du Châtelet. C'est une rencontre pour le moins inattendue avec le philosophe Edgar Morin. Le fils d'exilés égyptiens face aux descendants de juifs maranes, l'infréquentable face aux fréquentables, on peut dire. Oui, pour moi, c'est un frère en humanité. Ce qui me lie à lui, c'est cette conscience de deux choses. D'abord que le monde est compliqué et il faut rester dans la pensée complexe et non pas dans la simplification, et que l'humanité des hommes est supérieure en toute chose à leur choix de religion ou de culture, et que c'est ça qui est le plus important. C'est le vrai universalisme, en fait. Exactement. Alors, vous êtes rencontrés comment? Il sortait d'une boulangerie, vous lui avez piqué son pain au chocolat, c'est ça? Exactement. C'est comme ça que ça a commencé, voilà. Dites-moi, Tariq, je vois avec l'insigne du SIDAction, là. Vous savez que dans les pays, quand même, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, vous ne pourriez pas le porter, en Égypte non plus, d'ailleurs. Non, je ne sais pas si je ne pourrais pas le porter, mais je le ferai. Le porter. J'ai écrit un livre qui s'appelle La réforme radicale et j'ai dit à la conscience musulmane, il faut cesser d'associer le sida à une faute morale. Quand un homme ou une femme sont malades, on ne lui demande ni la cause, ni la raison, ni la religion, ni le statut social. On soigne. Bravo. On est d'accord. Alors, vous êtes tellement fort qu'à la fin du livre, Edgar Morin se convertit, se fait appeler Mohamed Ali. Incroyable. Alors, vous traitez de la laïcité et du laïcisme. En fait, c'est pas du tout la même chose. La laïcité, c'est pas de religion. La laïcité, c'est toutes les religions. Déjà, il faut préciser aux gens qui ne le savent pas. Et le laïcisme, c'est utiliser la laïcité pour combattre le religieux. Le problème que nous avons avec certains intellectuels et certains courants de pensée en France, c'est l'idée que la laïcité, ce serait un espace de combat contre le religieux. On ne veut plus voir le religieux, on ne veut même pas qu'il participe à des questions éthiques. Attendez, moi, si j'ai une conscience, je dois pouvoir parler du clonage, je dois pouvoir parler de la bioéthique, je dois pouvoir parler de toutes ces questions sociales. On va faire une interview. Jamel, mon amour. Mélissa, qu'est-ce que vous n'aimez pas que Jamel fasse? À manger. Ah. Qu'est-ce que Jamel ne comprend pas? Je comprends pas plein de choses, que porter des chaussures vernies avec un survêtement, c'est moche, par exemple. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus énervant chez Jamel? Ça répartit. Ouais, Quand on s'engueule, c'est toujours lui qui gagne et c'est pénible d'être drôle. Ouais. C'est court. Qu'est-ce que vous avez fait à contre-cœur pour Jamel? Boire du Fanta tiède chez ses parents. Ah. C'est une boisson locale à laquelle j'ai du mal à m'habituer. Qu'est-ce que Jamel doit encore apprendre dans la vie? À arrêter de jurer sur la tête de sa mère toutes les 3 phrases. Ah oui. C'est la laisser tranquille, sa maman. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à Jamel et que vous ne lui direz jamais? Mais je le dirai certainement pas ici. Ah, vous méfiez de moi.
On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Benjamin Mas-Stamberger, journaliste économique à l'Express, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, faut-il sortir de l'euro ? Faut-il en finir avec l'euro? Rien qu'en posant la question, on a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Si on sort de l'euro, la colère des banques et des marchés s'abattra sur la France. Les prix grimperont en flèche, les épargnants seront ruinés, les banques feront faillite et ce sera le triomphe du populisme comme aux heures les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui pourtant, Marine Le Pen n'est plus la seule à réclamer la sortie de l'euro. Avant le cataclysme financier... En février, Marianne se posait la question à la une. Et ce mois-ci, ce sont des journalistes de l'Express et de l'Expansion qui publient un livre pour casser l'euro. Au PS et à l'UMP, en revanche, pas question d'envisager une sortie de l'euro, car ça reviendrait à admettre qu'ils se trompent depuis 15 ans. Pourtant, tout le monde sait bien que l'euro n'est pas adapté à notre économie. Dans son discours de politique générale, Manuel Valls lui-même a critiqué l'euro fort. Et les efforts que nous faisons sur la réduction de nos déficits, sur nos réformes structurelles, sur la compétitivité des entreprises, sur le coût du travail, ne doivent pas être balayés par un niveau trop élevé de l'euro. Malheureusement, le Premier ministre de la France n'a aucun pouvoir sur l'euro. Celui qui décide, c'est Mario Draghi, le président de la BCE. Et pour Super Mario, pas question de baisser l'euro pour s'adapter à la France. Au contraire, c'est la France qui doit s'adapter à l'euro, en coupant dans ses dépenses et en améliorant sa compétitivité. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'euro. Si on revenait au franc, Manuel Valls pourrait enfin mener une politique monétaire favorable à notre pays. Et je suis sûr que vous partagez cette idée. Il suffirait d'évaluer le franc de 20% et immédiatement, notre économie redeviendrait compétitive. Au lieu d'améliorer la compétitivité sur le dos des salariés, mieux vaut d'évaluer la monnaie. Si du jour au lendemain, le prix de nos voitures baisse de 20%, elles se vendront comme des petits pains. Rien de tel qu'une bonne dévaluation pour relancer l'industrie et créer de l'emploi. La preuve, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a dévalué de 17,5% pour relancer l'économie. Nous devons placer notre franc sur une base où il soit inébranlable. Ah là 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 là, quand on pense qu'il suffirait de revenir au franc pour que tous nos problèmes soient réglés d'un coup de baguette magique, on se demande pourquoi la France n'est toujours pas sortie de l'euro. Et l'on se réjouira de revoir fleurir aux étalages des étiquettes depuis longtemps oubliées. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Benjamin Mas-Stamberger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique à l'Express. Bienvenue parmi nous. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que d'habitude, les gens qui sont contre l'euro, c'est des gens du Front National. Et vous, vous n'êtes évidemment pas Front National, non, pas du tout. Mais votre raisonnement économique vous amène à penser ça, parce qu'on ne peut pas dévaluer. Ça serait pourtant la seule solution pour baisser la fiscalité et éviter la baisse des salaires, quoi. Absolument. Effectivement, on nous met tout le temps en avant les réformes structurelles. On nous dit il faut faire des réformes structurelles, il faut diminuer les dépenses de l'État, et ça pèse, comme ça a été dit, sur les salariés, en définitive. Et en réalité, on voit que tous les pays qui ont fait des réformes structurelles, ça s'est accompagné d'une dévaluation à chaque fois. Et donc, si vous voulez demander des efforts, surtout dans une période de crise où il n'y a pas de débouché pour les exportations, il faut forcément en même temps qu'on donne un bol d'air à l'économie. Et donc, pour ça, soit on dévalue la monnaie, ou soit on fait peser les efforts sur les salariés. On voit ce qui a été annoncé par Manuel Valls. Donc, pour vous, l'euro est le cheval de Troie de la rigueur, en fait. Absolument. La zone euro est la zone du monde où la croissance est la plus faible, quasiment. On nous a dit que ce sera un bouclier contre les crises financières. On a eu la crise financière la plus violente quasiment depuis 70 ans. On nous dit que ça va protéger le modèle social français. Et maintenant, on voit bien qu'il est plus protégé. Voilà, là, des économistes de gauche maintenant nous disent qu'il faut casser le SMIC, qu'il faut revenir sur tous les acquis sociaux, qu'il faut diminuer les prestations sociales. Parce que justement, on refuse de revenir sur cette idée. Parce que simplement, il faudrait expliquer après pourquoi on s'est trompé. Si on voit des mecs de l'Express qui commencent à être contre l'euro, ça quand même... Ouais, je suis très heureux d'entendre ce discours-là à gauche. Justement, arrêter de faire de l'idéologie en disant Marine Le Pen pense que. Le problème, c'est pas de savoir si Marine Le Pen pense ceci ou pense cela. Il faut savoir si c'est juste, si c'est vrai. Dur pour vous, là. C'est vrai qu'on n'a fait que la moitié du chemin. On a fait une monnaie unique sans avoir un gouvernement
économique. Là où je me sépare de vous, c'est que je ne crois pas que revenir en arrière serait la solution. Je me souviens très bien de ce que c'était avant qu'on ait l'euro. On allait de dévaluation en dévaluation. Alors c'était la surenchère entre pays européens qui n'arrêtaient pas de dévaluer plus que le voisin. Donc on était dans des spirales ce qui nous ont mené d'ailleurs au début des années 90 à une crise économique épouvantable. Moins que celle dans laquelle on est. Moins grave que celle dans laquelle on est. Couplée à une hausse des prix. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire l'euro. Et aussi pour partager le pouvoir avec les Allemands. Parce qu'avant qu'il y ait l'euro, on était dans une zone marque et on était obligé de suivre l'Allemagne. Benji, je peux vous appeler Benji? Benji, il y a des pays qui n'ont pas l'euro. L'Angleterre, la Suède. Comment ça se passe pour ces pays-là? Ça se passe très bien. Oui, mais attendez, est-ce que ça se passe bien en Angleterre et en Suède parce qu'ils n'ont pas l'euro ou parce qu'ils ont fait les réformes que les différents gouvernements français, que ce soit Sarkozy ou Hollande, on les met dans le même sac, n'ont pas eu le courage de faire? C'est-à-dire c'est les deux. Si vous voulez faire des réformes qui sont difficiles, qui sont douloureuses, demander des sacrifices, je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mais vous ne pouvez pas le faire là dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire de crise violente. Tous les pays sont en récession, on fait tous des économies en même temps. Du coup, ça contracte la demande, c'est-à-dire que les gens n'achètent plus, il y a des autres impôts, etc. Donc à partir de ce moment-là, si vous rajoutez à ça encore des baisses de dépenses, vous plongez continent européen dans ce qu'on appelle la déflation. Et ça, c'est très intéressant et je partage cette analyse. C'est-à-dire on ne peut pas additionner les plans d'austérité. Il faut qu'on dise à l'Allemagne, investissez davantage chez vous, en contrepartie, en effet, des efforts que nous faisons pour rétablir notre compétitivité. Alors on peut dire, il faut que l'Allemagne fasse ci et fasse ça, mais les Allemands, ils ne veulent pas payer pour les pays du Sud, donc ils ne le feront pas. Le mot de la fin, Fra. Alors, on n'est peut-être pas les mieux placés dans Chaka Ponk pour parler de sortir de l'euro, puisqu'on a eu beaucoup de mal déjà dans ce groupe à sortir de l'euro. Donc l'euro, n'en parlons pas. Dimanche, j'ai chopé la grippe, donc je peux dire que toute ma vie, j'ai jamais autant fait la bise aux gens. Ah ouais, je suis un peu déçu. D'habitude, j'ai un herpès en même temps et ça m'a bloqué. Bon, je sais pas. Copé démissionne. Salut pour des honneurs. Salut pour des... À force de réclamer la démission des autres, à un moment, ça se retourne contre vous. Bah ouais. Moi, je suis sûr que si Robespierre avait réclamé moins de tronches à guillotiner, il aurait peut-être encore senti ses doigts de pied quand il a regardé la foule pour la dernière fois. Parce que là, Jean-François, je m'adresse à lui. Jean-François, il te reste 15 jours à la tête de l'UMP. Faut vraiment en profiter pour ranger ta chambre. Mettre de l'ordre dans tes dossiers, 15 jours pour expédier les affaires courantes. Donc, en gros, détruire les preuves. 15 jours, c'est peu. Je veux dire, même en téléchargeant aujourd'hui Mac Cleaner ou Windows Restauration, j'ai l'intuition que ça suffira pas. Alors, moi, je veux bien t'aider pour faire la procédure parce que moi, tu vas me manquer. Avec Fillon, c'était un couple. Ouais. On aurait dit deux Funès qui tapent sur le casque de Bourvil. C'est vraiment... Alors, non, je vais t'aider. Déjà, je sais pas si t'as un Mac ou un PC. Bon, un PC, vu les initiales, je doute que t'as ça. Mais comme t'es un mec tordu, je pense que t'as un PC. Donc, t'appuies sur Power. Alors, tu vas entendre un bruit de ventilateur. C'est normal, c'est pour aérer les bits. Parce que les bits au repos, ça fait des nœuds, faut les régénérer. Bon. Là, tu t'excites pas, faut attendre un peu. Si ça traîne un peu, c'est normal. Si ça traîne beaucoup, c'est que t'es chez Free. Et là, il faut savoir que ton ordinateur envoie un signal sur le portable d'un technicien qui doit aller brancher un câble sauvage sur un relais orange. Et pour peu que le mec soit en pause café... Une fois que c'est allumé, si t'as une alerte comme quoi tes contacts ont disparu, ne t'inquiète pas, c'est la confirmation qu'en fait, t'es chez Orange. Bon, a priori, t'as l'écran devant toi. Tu vas en bas à gauche. Je sais, prends sur toi, c'est un effort. T'as remarqué que les programmes sont en bas à gauche et la poubelle en bas à droite. Comme quoi, bon. En bas à gauche, t'as un petit rond avec un drapeau de la Gay Pride. Tu vas cliquer dessus. Tu vas dans Programme, Office, tout, Excel, PowerPoint, tout. Dans Excel, tu vas dans les tableaux. Si dans les tableaux, il y a des chiffres avec au minimum 6 zéros, on est bon. D'ailleurs, a priori, tu verras, c'est enregistré sous le budget capsule à café.
Bon, t'es un malin, c'est comme ça. De toi à moi, Jean-François, je sens que tu vas tomber sur beaucoup de tableaux. Et que l'aller-retour bureau-corbeille, ça va te prendre 2-3 ans minimum. Donc mon conseil, tu prends ton ordi, tu ouvres ta fenêtre, tu passes la tête par la fenêtre. Si tu constates qu'il y a bien 6 étages en dessous, tu balances tout dans la cour. Maintenant, si en jetant ton ordi, tu remarques que la prise s'est arrachée en même temps, que ça fait un court-circuit et que ton armoire à fusible est en train de cramer, que ton appartement brûle, pas de panique, c'est un signe du destin, profite. Sécurité routière. Il paraît que si on diminue la vitesse de 90 à 80 km/h, les accidents de la route peuvent sauver 400 vies supplémentaires par an. 400 vies. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment les moyens d'accueillir tous ces gens? Sexualité, parce que c'est parce que Jean-Marie Bigard a là qu'il faut être propre. L'infidélité progresse chez les hommes et chez les femmes. Un homme sur 2 et une femme sur 3 ont été infidèles. Ah ouais. Donc il y a plus d'hommes infidèles que de femmes infidèles, mais ça veut aussi dire que pour satisfaire tous ces hommes, les femmes infidèles sont forcément non seulement infidèles à leur mari, mais aussi à leurs amants. Bah oui. Putain, toutes des salopes. Hein. Urbanisme humain. Alors on veut dégager les Roms du 6e arrondissement, c'est dommage. Hein. C'est un quartier qui a besoin de diversité. Puis quand même, c'est naturel d'avoir en même temps la faune et le flore. Oui. Tu vois. Les Roms, c'est quand même un peuple maudit, quoi. Arriver à se rendre aussi antipathique alors qu'ils passent leur temps à sourire aux gens et à dire s'il vous plaît. Moi, ça me dérange pas du tout. Je crois que le 6e, c'est un très bel arrondissement pour les Roms, vraiment. Moi, je préfère qu'on les retrouve dans les rues du 6e que dans les rouleaux de printemps du 13e. Chômage. Nabila s'est fait enlever ses prothèses. Ouais. C'est malheureux, la jeunesse française. Hein. Elle est passive, inconsciente de son talent. Et puis le jour où elle prend conscience qu'elle en a un, la première chose qu'elle veut faire, c'est de le supprimer. Et la bonne nouvelle, il y en a une. Elle frappe son compagnon parce que ce dernier a joui trop vite lors d'une fellation. Enfin, moi je dis ça, c'est juste pour rassurer ma famille, je vais mieux. Alors, pas belle la vie? C'était le meilleur de Gaspard Proust. On continue avec les meilleurs moments de la P3 de SLT saison 8. Elie Semoun, rebonsoir. Vous êtes né le 16 octobre 1963 à Paris. Oui. Votre père, Paul, est originaire du Maroc, employé à la Poste, et votre mère, Denise, originaire d'Algérie, de Tlemcen, était professeur de français. Vous êtes l'aîné de votre fratrie. Laurent a 1 an de moins que vous et Anne-Judith 6 ans de moins que vous. Vous grandissez à Antony. Oui, exact. Dans une cité. J'ai l'impression d'être en garde à vue, là. Ça fait peur. En août 1974, vous avez 11 ans, votre mère tombe subitement malade suite à des injections de fortifiants dans un dispensaire tenu par des religieuses. Alors, vous allez la voir à l'hôpital avec votre père et votre frère. Et après quelques minutes, vous sortez de la chambre avec votre frère pour laisser vos parents tranquilles. J'avais demandé à mes parents, ça va? Ils m'avaient dit oui, oui, pas de problème, tout va bien. Et je suis reparti et je suis revenu en courant dans l'espoir de découvrir quelque chose. Et on m'a redonné cette même phrase, qui était fausse, évidemment, mais voilà. 3 jours plus tard, toute la famille est réunie chez votre tante à Antony. Et votre père vous dit tu dois être courageux, maman est morte. En fait, j'apparente ça comme un accident de voiture. C'est tellement violent qu'on ne se souvient pas exactement comment ça a eu lieu. Après, j'ai des souvenirs qui sont mélangés avec des films. J'ai fait un blocage total de cette période, tellement c'était violent. Alors, vous ne reverrez jamais votre maman. Non. Elle était déjà enterrée. Mon père voulant nous protéger, mais bon, le pauvre, il ne savait pas à l'époque. Il ne nous fait pas assister à l'enterrement, donc... Dans mon esprit, dans ma vie, pendant des années, pour moi, cette mort était virtuelle et j'attendais juste qu'elle revienne, quoi. Alors, vous entrez en 6e, 3 semaines après la mort de votre mère, et là, vous en profitez un peu. Vous dites orphelin, c'est quand même autre chose que d'avoir un appareil dentaire. C'est pas mal, oui, ou des parents divorcés, oui. Exactement. Alors, votre frère, Laurent, est très beau. Très beau. Il est brun avec des yeux bleus, mais contrairement à vous, il la ramène pas.
Votre frère aime se déguiser en fille, il utilise des torchons pour faire des foulards, des élastiques pour faire des bracelets, et à l'école, il préfère jouer au coiffeur avec les filles. Oui, il commençait à devenir PD. Ouais. C'était clair. C'est comme quoi. ça. Ouais. Alors, un jour, vous accostez une jolie femme dans la rue, une blonde, en âge d'être votre mère. J'étais dans le métro, puis je lui dis qu'elle est belle. Bon, voilà, j'étais ado, je parlais à tout le monde, je faisais l'idiot. Et puis, elle m'invite à prendre un café. C'était pas une cougar, hein. Et elle me fait parler de ma vie, elle me fait parler de ma mère. Je lui dis, ben, ma mère est décédée. Oh, vous savez, ça se trouve, elle vous regarde. Elle est née où, votre maman? Je dis à Tlemcen, en Algérie. Ah, ben, moi aussi, je suis née à Tlemcen, blablabla. Je vous la fais courte. Incroyable. Elle était sa voisine à l'époque quand elle était petite et ma mère l'aidait à porter son sac à dos pour aller à l'école. Donc elle éclate en sanglots. Je lui ai appris que ma mère était morte. C'est fou. Mais c'est surnaturel. Oui, c'est fou, ouais. Alors à 18 ans, vous commencez à gagner un peu de blé en tournant dans des pubs et la plus célèbre, évidemment, c'est celle des caleçons Arthur, dont vous êtes tous... Vous êtes formidable. Oh, putain, j'étais gaulé à l'époque. Hein. La fille aussi. D'où les blondes à forte poitrine. Et voilà. Voilà. Ça vient de là. Ouais. Vous quittez Antony pour une chambre de bonne dans le 16e. Exact. Comment ça marchait mieux. Et là, vous rencontrez Dieudonné. Ici présent, d'ailleurs. Ah non, pardon, oh là là, excuse-moi, je t'ai... Oui. Alors à l'époque, Dieudonné, il embrouille des personnes âgées pour leur vendre des machines à filtrer l'eau. Oui, c'est ça. Et il a même réussi, ce qui est extraordinaire, à vendre un autoradio à un sourd. C'est la vérité. Franchement, c'est la vérité. Ouais. Votre complicité avec Dieudonné se renforce, vous commencez à écrire ensemble. Et voilà ce que nous, on a découvert à l'époque. Parce que dans la résidence, vous êtes un peu trop nombreux. Alors, je sais pas s'il y avait un champ de coton ou quoi dans le quartier, je sais pas, je veux pas le savoir. Parce que déjà qu'on a le bruit les odeurs, enfin, je me comprends. Ça marche, les allocations, ça paye les bananes, enfin, je me comprends. Ah, dis donc, Cohen. Ah, tu vas trop loin, là, dis donc, Cohen, hein. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen, hein. Voilà, Élie et Dieudonné. Alors là, vous commencez à avoir du succès, mais l'argent, malheureusement, est vite une source de problème entre vous. Quand votre producteur de l'époque, Légitimus, vous donne 10 000 francs pour les affiches du spectacle, Dieudonné s'achète une PlayStation. Oui. Ensuite, il monte sa boîte de prod. Il dit, c'est pour nous faire gagner de l'argent. Ouais. Mais l'argent, c'est surtout lui qui en gagne. Un jour, vous êtes en Suisse pour un spectacle. Dieudonné m'avait dit, combien tu veux pour ce spectacle? Je dis, bah, je sais pas combien tu vas le vendre, puisqu'on est associés. Alors, il dit, non, mais combien tu veux? Alors, je lui dis, bah, je sais pas, 10 000 francs. À l'époque, c'était des francs. Ouais, ok, tu les auras. Et puis, donc, on fait le spectacle, et puis il y a le producteur qui vient me voir dans un coin et qui me dit, voyons, vous êtes drôle, mais vous êtes cher, hein, les mecs. Hein. Ah bon, combien? Il me dit, bah, 100 000 francs, c'est cher, hein, quand même. Donc, voilà, c'était un peu ça. Mais bon, les histoires de pognon entre copains, c'est la merde. Ouais. Alors, un jour de 1992, votre frère Laurent annonce à toute la famille qu'il est séropositif. Et en 2001, il meurt à l'hôpital Saint-Antoine, à l'âge de 37 ans. L'âge où ma mère est morte, peut-être que c'était une façon de... C'était peut-être une forme de... Oui, une façon de le rejoindre, je sais pas. Alors, évidemment, en réaction à tout ça, votre mère, Dieudonné, votre frère, ça fait beaucoup. Vous vous étourdissez dans les conquêtes amoureuses, vous commencez à tromper votre femme Annie, la mère d'Antoine, qui a 7 ans à l'époque, avec une fille de 20 ans. Je me rappelle d'un sketch où je disais, j'avais une chute qui était pathétique, où je disais, c'est marrant de sortir avec une gamine de 17 ans, bah, ça m'aide à comprendre ma fille. C'est pathétique. Ouais, c'est pathétique. Mais Alors un jour, un week-end, où vous prétendez partir bosser, vous allez avec cette Juliette à Porquerolles, et là, voici, vous chope, et titre, Élie a enfin trouvé sa blonde. Ah oui, c'est marrant. Hein. Ouais. Ça fait rire quand c'est les autres, mais alors soit... Oh, le con, il s'est fait choper. Ah, tiens. Ouais, non, c'est très violent. Alors voilà, malgré une vie amoureuse tourmentée avec cette Juliette, vous allez rester 10 ans ensemble. Toujours cette peur d'être abandonné, en fait. La mort de votre mère est toujours très présente, et vous dites que ma douleur ne trouve pas de porte de sortie. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose dont vous êtes toujours pas libéré, en fait. Non, je suis pas vraiment libéré. Franchement, si j'étais pas aussi fort
en contrôle, je pourrais pleurer. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas naturel d'être plus âgé que sa mère. Audrey Chénier, bonsoir. Vous êtes née le 2 octobre 1980 à Lagny-sur-Marne. Votre père bosse à la poste et votre mère est serveuse dans un flunch. Il y a 3 autres enfants dans la famille. Au départ, c'est une jolie petite maison dans un village au bord de mer, à quelques kilomètres de Caen. Tout ça commence bien. Hélas, derrière ce tableau idyllique, la maladie gangrène toute la famille. D'abord, depuis la naissance de votre frère, votre mère est contaminée par le virus de l'hépatite C. Votre frère, lui, sombre dans la dépression. Votre sœur est épileptique, ce qui fait qu'on s'intéresse beaucoup à elle et pas beaucoup à vous. Et votre père est maniaco-dépressif. Il est interné, d'ailleurs, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est du lourd, ouais, je sais. C'est dur. En plus, votre mère veut pas qu'on en parle. C'est l'omerta. J'ai souffert en silence pendant tellement longtemps. Justement, en CM2, vous commencez à en avoir marre d'être la petite fille modèle. Vous devenez insolente avec l'instit et vous commencez à commettre vos premiers larcins. Bah, ce qu'on m'a appris, genre mes parents, c'est qu'il y a des choses qui sont superflues. Nous, on est dans un milieu assez rural et tout. Donc voilà, genre les marques, tout ça, c'est pas important. Mais moi, je vois bien autour de moi que tous les élèves, ils affichent des marques et que si t'en as pas, bah, t'es le vilain petit canard, là. Donc ça fait que je vais voler des trucs pour améliorer l'ordinaire, voilà. on va dire. Et, Vous commencez à fumer, des cigarettes, à prendre des cuites dès la 4e. Mais alors, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vos bulletins scolaires sont toujours excellents. Ouais, bah, disons que j'ai eu besoin, en tant que pré-ado, de faire comme les autres, quoi. Donc voilà, première cigarette, premier roulage de pelle, qui était pathétique d'ailleurs. Vraiment, hein, parce qu'il avait un appareil et tout. Enfin, voilà. En arrivant au lycée Dumont-d'Urville à Caen, vous découvrez le cannabis. Alors là, évidemment, vous dites, je planais à 15 000. Le verrou des interdits venait de sauter définitivement. Alors la suite, c'est l'engrenage. Évidemment, vous fumez de plus en plus. Vous commencez à dealer pour payer votre consommation. Alors au début, c'est des œufs doux, c'est-à-dire c'est 12 grammes d'œufs doux. Ensuite, c'est des 25. Et puis, comme le fournisseur avec qui vous travaillez ne peut plus répondre à la demande, vous négociez directement avec l'échelon supérieur et vous passez à la demi-savonnette, c'est-à-dire 250 grammes. Là, ça devient quand même... Ouais, j'ai eu une super promotion dans le cannabis à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à dealer de plus en plus et à me défoncer aussi. À cette époque de l'adolescence où on est fragile, où voilà, on se laisse un peu... Ouais. Alors, votre business fonctionne bien. À 17 ans, vous avez votre chambre en ville, une clientèle fidèle, et vous commencez à gagner pas mal de pognon. Et un jour, vous faites casser, une porte défoncée, vous faites piquer votre argent et votre shit, et c'est pour vous refaire, parce que vous n'avez plus rien, que vous transformez votre petit commerce en plaque tournante régionale d'un trafic international. Là, vous vendez jusqu'à 100 kilos par semaine à ce moment-là. Ouais, effectivement, là, c'était moins drôle. Là, c'est pas moi qui ai décidé de vendre tous ces kilos, quoi. C'est juste quand t'as un dealer qui te met un couteau sous la gorge et tu te dis, bon, maintenant, tu payes ou ça va mal se passer, bah, tu le fais, quoi. Moi, je suis pas une warrior à l'époque, je fais pas de sport de combat, rien du tout. Donc, j'obéis, quoi, à cette loi du plus fort. Alors, le plus fort, c'est que vous décrochez votre bac avec une recommandation des profs pour s'inscrire à Hippocagne ou en prépa HEC, parallèlement aux 100 kilos de shit par semaine. Mais un matin, à l'heure du laitier, vous êtes réveillé par des coups de bélier contre votre porte. C'est la police. Vous avez été balancé par un petit intermédiaire et vous vous retrouvez à la prison pour femmes de Versailles. Là, vous découvrez l'univers carcéral, alors l'amitié à la vie, à la mort, avec votre copine Marcel, la solidarité entre les détenus, mais aussi la violence sexuelle. Vous entendez la nuit des choses épouvantables, les suicides aussi. Les filles tiennent avec du Lexomil, du Xanax, du Subutex pour les tox. Et puis, le jour du procès arrive. Là, vous prenez 1 an de prison, mais grâce à la préventive que vous avez effectuée et aux remises de peine, vous ressortez libre. 15 jours plus tard, les flics découvrent chez vous du shit, de la coke, des extas et du liquide. Retour à la case prison, freine. Et là, vous décidez de vous ressaisir. Vous mettez au sport, à la muscu, et surtout vous inscrivez au cycle conférences, débats philosophiques qui ont lieu 1 fois par mois. Et ça vous sauve.
parce que je passais mon temps à lire, à écrire. Et donc, j'ai rencontré un prof qui s'appelle François. Oui, un jour, il vous prend comme ça, dans ses bras, et vous dites, c'est la première fois qu'on ne me traite pas comme un déchet. C'est nouveau pour moi qui suis là-bas depuis des mois, où je me prends que des coups, des sales remarques, où je me retrouve au cachot. Mon corps, il est malmené, on va dire, quoi. Et donc, oui, d'être voilà, prise dans les bras de quelqu'un, juste simplement... Il vous calcule, quoi, ouais. Bah, ça fait du bien. Alors, après 12 mois de détention, vous sortez de Fresnes. Cette fois, votre désir de réinsertion est solide. Vous commencez à avoir envie d'enseigner. Vous passez le concours d'instit, vous êtes reçu haut la main avec 20 sur 20. Et aujourd'hui, vous êtes instit à Bobigny. En effet, ouais, j'adore mon métier. Ils le savent, les parents d'élèves, d'où vous venez? Parce que si j'ai pas eu de retour, si ce n'est de la part des élèves qui, eux, regardent la télé, sans doute avec leurs parents, mais moi, je les respecte. J'apprends des choses à leurs enfants, je les aime et je les accompagne dans leur vie et je les aide à grandir. Et c'est tout ce que demandent les parents à une instit, je crois. Merci de votre témoignage. Et voilà, c'était les meilleurs moments de SLT saison 8. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.